Notre invité politique ce soir, Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous répondrez bien sûr aux questions de Gilles Bornstein, mais aussi aux questions de nos observateurs citoyens. Les voici ce soir. D'abord, René Coste. Bonsoir. Monsieur, vous êtes retraité à Berlétan et vous êtes un sympathisant écologiste un peu déçu. Vous nous direz pourquoi. Et puis, Raoul Jecker. Bonsoir, monsieur. Vous êtes gérant de base nautique à Carjac dans le Lot. Alors vous n'êtes pas vraiment écolo. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous trouvez même les écologistes un peu extrêmes. Julien Bayou, on va commencer par ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire l'intervention de Joe Biden qui a pris beaucoup de temps pour dire et répéter que le départ était indispensable et qu'il n'y avait pas d'autre solution. A-t-il raison ? Oui. Oui, clairement, ça fait 20 ans que cette guerre était engagée. Nous-mêmes, nous en étions retirés il y a déjà plus de 6 ou 7 ans. Et j'ai trouvé assez convaincant en fait le président. C'est pas tous les jours qu'on l'entend. Quand il explique que voilà, c'était la guerre qui est engagée parce qu'en 2001, Al-Qaïda menaçait les États-Unis depuis l'Afghanistan et que depuis on est passé dans peut-être un autre siècle, en tout cas un autre type de menace et que les États-Unis ont peut-être plus besoin d'envahir un pays pour s'en prémunir. Et je crois que ça c'est un constat malheureusement véridique. Et oui, il fallait en sortir. Biden, même combat. Non, mais on n'aurait pas forcément fait cette intervention, c'est certain. Mais oui, évidemment, il fallait mettre fin à cette guerre qui n'avait pas d'issue. Voilà, donc le reconnaître. Par ailleurs, lui-même était engagé par les décisions de son prédécesseur et même de Barack Obama avant Donald Trump. Donc oui, c'était l'issue inéluctable. Ce qu'on peut et ce qu'on doit déplorer, c'est que les accords de Doha passés avec le Qatar, passés avec le Taliban sous l'égide du Qatar, précipitent un abandon des Afghans. L'évacuation, on peut nous dire que ça a été... alors j'ai vu sa justification... il était d'un triomphalisme absolument extraordinaire. Oui, en disant que de toute manière, à la fin, il y aurait un rush, une course vers l'aéroport. Pour ce qui est de la France, en tout cas, la France n'a pas fait le travail d'exfiltrer, d'évacuer les personnes qui les ont aidés pendant toute la guerre. Puisqu'on a encore des traducteurs et des auxiliaires de l'armée française qui sont bloqués à Kaboul et qui cherchent à être exfiltrés du pays. Et puis on a aussi les personnes... Le président de la République a dit que la France voulait toujours les exfiltrer et que c'était en cours. Enfin, il dit ne pas les abandonner. Et on a aussi, malheureusement, les personnes afghanes auxiliaires de l'armée française qui sont en France et qui sont encore en demande d'asile et qui sont pour beaucoup rejetés. Parce que dublinés, parce que finalement ils ont que seulement la protection subsidiaire, parce que finalement le rapprochement familial est refusé. En fait, la France assume pas sa part. Vous connaissez la phrase la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Le problème, c'est que la France n'assume pas sa juste part. Alors justement, vous avez sur cette question des réfugiés. La France a été la première à rapatrier non seulement ses ressortissants, mais aussi les auxiliaires. C'est depuis la mi-juillet, alors que les autres pays ont commencé récemment. Donc, c'est pas tellement vrai de dire que la France n'a pas anticipé. On n'a pas anticipé. Moi, j'ai pas vu le ministère des Affaires étrangères annoncer un plan plusieurs mois. De facto, il y a des rapatriements depuis la mi-juillet. Alors qu'on savait que les talibans sont rapprochés. Je me souviens avoir participé à une manifestation aux côtés de Reza Jafari, président d'Enfants d'Afghanistan. C'était tout début juin, en disant les accords de Doha précipitent l'abandon au 31 août et donc il faut pouvoir organiser le rapatriement. Et quand je dis ça, je tiens par ailleurs à saluer le travail de David Martineau, ambassadeur, qui est resté sur place dans des conditions absolument inimaginables pour assumer ce travail d'exfiltration. Mais dire qu'aujourd'hui, la France a tenu sa parole de protéger les personnes qui l'ont aidé pendant l'intervention, c'est faux. C'est pas ça que j'ai contesté, c'est le manque d'anticipation, Alex. En tout cas, aujourd'hui, on nous a parlé de 600 personnes, familles incluses. 2600 dans un des premiers 2600. C'était dans le discours du 16 août du coup de président Macron. Et évidemment qu'on parle plutôt en dizaines de milliers de personnes, puisque pendant 10 ans... La France a rapatrié 2600 Afghans. Et on nous a dit qu'avec ces 600 personnes, ou les 2600, familles incluses, le travail était fait. Ça n'est pas vrai. Non, le président n'a pas dit ça. C'était le 16 août. Là, sur TF1 avant-hier, le président n'a pas dit ça. Le président a dit on a rapatrié... Mais justement, vous savez quoi, on va l'écouter, le président de la République. L'objectif est en effet d'obtenir les évacuations humanitaires de toutes les femmes et les hommes qui courent un risque.
Est-ce que nous y arriverons ? Je ne peux pas vous le garantir. Je ne pense pas que la situation que nous allons vivre soit comparable à 2015. Parce que l'Afghanistan n'est pas la Syrie et parce qu'il y a déjà eu de très forts mouvements. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura plus de monde qui essaiera de venir en Europe et donc ça créera une pression sur nos capacités à accueillir. Alors, il a un petit peu changé de discours, le président de la République. ouais. Quelques jours avant, voilà, il avait dit « Nous devons anticiper et nous protéger contre les flux migratoires irréguliers importants ». Vous aviez beaucoup critiqué cette phrase. Est-ce que ça vous va mieux, du coup, ce que vous venez d'entendre ? Il y a un enjeu, c'est le droit. Voilà, vous savez, dans le pays que nous appelons la France, il y a une devise qui s'appelle liberté, égalité, fraternité. Le devoir d'accueil, d'asile fait partie de cette fraternité. Sinon, ça ne sert plus à rien et on peut tout gommer au frontispice de nos mairies. Donc c'est le droit, c'est la Convention de Genève, c'est considérer que des personnes qui fuient un pays en guerre ou des persécutions doivent pouvoir être accueillies. Et aujourd'hui, la France ne fait pas sa juste part. Quand le président dit qu'il veut lutter contre les flux migratoires irréguliers importants, c'est pas contradictoire avec ce que vous dites ? Non, mais c'était particulièrement déplacé, je trouve, le 16 août. Alors que tout le monde était... Oui, mais il a changé de discours depuis. Vous revenez tout le temps au 16 août. Non, mais même, je veux dire... Vous me posez la question, je vous réponds. Donc je vous dis, moi, oui, ça m'avait choqué. Ah, maintenant, si vous voulez me poser une nouvelle question, je vais vous répondre sur la question suivante. Excusez-moi, Gilles Bernstein, mais vous m'aviez posé la question de savoir pourquoi c'était déplacé. Je vous réponds. Maintenant, s'il a changé de discours, on peut parler de son second discours. Là, quand il dit 2000. Est-ce que vous êtes pour l'accueil inconditionnel ? Il y a eu une pétition pour l'accueil inconditionnel des femmes afghanes. D'ailleurs, oui. Dans le Évidemment JLD, que oui. Évidemment que oui, bien sûr. Bien sûr. L'enjeu, c'est d'ailleurs ce que proposent les députés européens écologistes. Est-ce que ça répond au droit ? Oui. Parce que le droit d'asile, c'est très précis. Ça répond à des... Malheureusement, loin de moi l'idée de ne pas vouloir protéger les femmes afghanes. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on défend le droit et parler d'un accueil inconditionnel ? Parce que par définition, le droit d'asile, c'est codifié et c'est pas inconditionnel. Accueil inconditionnel des femmes qui fuient les persécutions des talibans. Dit comme ça. Quel qu'en soit le nombre. Potentiellement, ça peut être la moitié de la population afghane. Ça ne veut pas dire accueillir tout le monde. Par exemple, on peut organiser un soutien inconditionnel des femmes afghanes, ça veut dire on accueille toutes les femmes afghanes qui le demandent. Elles ne souhaitent pas toutes partir. Il y a un soutien à apporter aux pays voisins, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan en particulier, parce que l'Iran est plutôt allié des talibans à ce stade. Il y a des visas humanitaires à proposer. Et puis il y a une répartition au niveau européen, parce que j'ai entendu le président dire on ne va pas revivre la situation de 2015. Mais tirons les leçons des erreurs de 2015. Nous avons laissé la Grèce et l'Italie en première ligne. Et la France en particulier, mais d'autres pays malheureusement aussi, ont refusé de prendre leur juste part. Encore une fois, c'est un effort. Du moment qu'il est partagé, c'est un petit peu ce que disait Yannick Jadot tout à l'heure, du moment qu'il est partagé, eh bien c'est beaucoup plus facile à organiser. Alors, on a écouté tout à l'heure quand on débriefait, si je puis dire, enfin même avant l'intervention du président Biden, une interview ce matin sur France 2, aux 4 vérités, de Jean-Yves Le Drian, qui parlait de ce que lui avait appris cette intervention. Je voudrais qu'on l'écoute et que vous donniez votre avis. Ça montre quand même une chose, cette affaire. Ouais. C'est que autant une action militaire est tout à fait essentielle pour lutter contre le terrorisme, et on constate que depuis 2001, il n'y a pas eu d'action terroriste sur les pays occidentaux à partir de la plateforme afghane, autant on voit bien que ce n'est pas par l'action militaire qu'on peut mettre en place une gouvernance légitime dans un pays. On ne peut pas se substituer au peuple pour la définition de leur gouvernance. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai, bien sûr, bien sûr. Nous n'avons cessé de le dire, évidemment. Mais lui, il dit que pour lutter contre le terrorisme, une intervention étrangère peut être importante. La France est au Mali. Il a raison ? Oui, il faut pouvoir se défendre, évidemment. Mais Joe Biden ne disait pas autrement. Je crois que d'ailleurs il disait Absolument. Il a eu la même chose. 2021 et pas 2001. Et en 2001, nous avons pensé qu'il fallait une intervention pour envahir un pays, parce que les talibans à l'époque hébergeaient et fournissaient assistance à Al-Qaïda, à Ben Laden. Et aujourd'hui, 2021, nous pouvons agir différemment, bien sûr. Donc oui, si on peut tirer la leçon qu'effectivement on ne va pas construire la démocratie malgré ou sans un peuple que l'on envahit, c'est une bonne chose. Mais j'entends, mais est-ce que ça veut dire que désormais, on doit renoncer à militer pour, d'une certaine façon, l'exportation de nos valeurs communes, de tolérance, de laïcité, d'égalité homme-femme ? Est-ce qu'on doit, du coup, admettre que chacun fait ce qu'il veut chez lui ? Non, je ne crois pas. Je crois toujours qu'il y a un universalisme des valeurs des droits humains. Simplement, tout ne passe pas par l'action militaire. Par exemple, quand nous faisons, je vais le dire comme ça, carpette devant le Qatar,
quand nous disons pas de problème pour négocier avec des personnes qui ne respectent pas les droits LGBT, qui emprisonnent des poètes, qui piétinent les droits des femmes. Ça n'est pas faire honneur à nos valeurs. Et par ailleurs, malheureusement, ça a été le cas pour certains pays de ces monarchies, ça a été une sorte de complaisance. Parfois, des sociétés le veulent. Je termine parce qu'on ne le dit jamais. Ça a été une forme de complaisance avec des pays qui ont financé du terrorisme, notamment en Somalie. Et donc, moi, je refuse le manichéisme. Soit on serait universaliste et alors il faudrait faire la guerre, soit on ne serait pas universaliste. Je pense qu'on peut proclamer la liberté, les droits humains, l'égalité et la fraternité, et que ça passe notamment par une diplomatie féministe, par exemple. C'est, je crois, la Norvège ou l'Allemagne qui refusent de commercer avec des pays qui peuvent retourner les armes contre leur population ou qui sont des ennemis des droits des femmes. Et je trouve que la France, à se gargariser souvent comme ça d'être premier, deuxième, troisième vendeur d'armes en Europe, piétine ces valeurs. Et donc, je le redis, quand vous me posez la question de savoir si, en gros, pour être humaniste et universaliste, il faut forcément passer par une action militaire, je réponds, je trouve que notre diplomatie gagnerait à être cohérente avec les valeurs qu'on prône. C'est la diplomatie version écologiste, proclamée. Absolument, bien sûr, du multilatéralisme, de passer par un renforcement de l'ONU, et puis, encore une fois, de la cohérence. Si nous estimons qu'un pays est dirigé par ce qu'il faut appeler une dictature, est-ce sérieux de lui vendre des armes ? Doit-on dire cocorico quand on vend des armes ? Mais alors là, on va pas vendre des armes en théorie aux talibans en Afghanistan, mais on va quand même dialoguer avec eux. Et ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous. On a reçu avec grand honneur le président égyptien. Mais les talibans, les talibans, tout le monde, le ministre allemand des Affaires étrangères vient de dire il n'y a pas d'alternative à discuter avec les talibans. Un pays dirigé par un écologiste, Julien Bayou, vous parlez avec les talibans, vous reconnaissez les talibans, vous dites aujourd'hui les peuples, voilà, aujourd'hui il se trouve que les talibans sont les représentants du peuple afghan. Tout le monde a l'air de le dire. Qu'est-ce qu'on fait ? Discuter n'est pas reconnaître. Je crois qu'il y a aujourd'hui un enjeu de discussion pour favoriser des départs, des évacuations. C'est ce que disait l'Union européenne. Moi, je pense que ce serait une grave erreur que de reconnaître ce régime. Aujourd'hui, on nous présente C'est un peu hypocrite de discuter sans reconnaître. Non, je vous dis poser des conditions d'égalité femmes-hommes et dire, écoutez, si vous ne les appliquez pas, si vous continuez, comme on a pu l'entendre dans les villages, à traquer les fillettes pour les marier de force à des soldats, eh bien non, on ne doit pas reconnaître ce régime. Mais on discute quand même. On discute et on constatera qu'il est impossible de reconnaître ce régime. Évidemment. Et je trouve qu'il y aurait vraiment une énorme hypocrisie de la part de la France, mais de l'Europe et d'autres pays. Attendez, vous ne voulez pas reconnaître les talibans parce que vous n'êtes pas d'accord avec leurs valeurs ? Et bien sûr. Donc vous ne reconnaissez pas la Chine ? Mais attendez, la Chine... bonne question. Ah non, mais oui. Bonne question. Mais je trouve que les talibans... Je vous trouve... Alors c'est pas pareil, on est d'accord. C'est osé. Non, je prends la remarque. Je trouve que c'est un petit peu osé de comparer les talibans et la Chine. Mais effectivement... Non, mais admettons, les Chinois tuent des Ouïghours, vous n'êtes pas d'accord, vous ne les reconnaissez pas. Mais c'est pour ça justement que nous prenons des rétorsions commerciales, par exemple, ou la suspension d'accords commerciaux avec des pays qui ne respectent pas leur propre population. Et en particulier, s'agissant des Ouïghours, oui, il faudrait pouvoir engager un dialogue franc avec la Chine et dire c'est pas possible qu'on vous achète autant de produits alors qu'on sait pertinemment que vous les faites fabriquer dans des conditions sociales désastreuses, et voir ces accusations de génocide. Oui, clairement. Et ça s'appelle de la diplomatie. Plutôt que de tout laisser passer et de dire nous, on est le pays des droits de l'homme. On est le pays de la déclaration des droits de l'homme. Il serait temps de la réaffirmer. On va parler de politique française maintenant, si vous le voulez bien. Les Verts votent à partir du 16 septembre pour désigner leur candidat à l'élection présidentielle. Qui d'abord, question pratico-pratique, peut voter à la primaire des Verts ? Comment on vote ? Alors c'est très simple. Rendez-vous sur lesécologistes.fr et moyennant 2 €, vous pouvez vous inscrire à partir de 16 ans. Voilà, nous on estime que les générations futures doivent participer aux choix qui les gouvernent. Et donc, c'est vraiment quelques clics et vous pouvez vous inscrire. C'est jusqu'au 12 septembre. Dépêchez-vous. À partir du moment où vous avez été marqué parce que vous n'avez pas beaucoup de gens qui s'inscrivent. Non, dépêchez-vous parce qu'après le 12 septembre, ce sera trop tard. Mais ce qui veut dire que n'importe qui peut voter. Oui.
À partir du moment où vous vous intéressez de près ou de loin à l'écologie. Si vous avez été marqué par les feux, si vous avez été marqué par ce qui se passe actuellement en Louisiane. Vous espérez. De facto, tout le monde peut aller sur le site et décréter qu'il est sympathisant écologiste et aller voter. Tout à fait. Mais vous espérez donc combien primaire très ouverte. Voilà. Vous espérez combien de votants? J'ai été surpris. Alexandra m'a fait remarquer cet après-midi que vous aviez dit que ça vous étiez égal. Ouais. Je sais plus comment on dit. Oui. C'est pas particulièrement déterminant. C'est pas déterminant. C'est important quand même. En fait, d'être propulsé par 10 000 personnes ou par 1 million. Si je vous disais XX milliers de votants, vous passeriez votre temps à me dire on y est, on n'y est pas, on n'y est pas. Et si on n'était qu'à 90% de cet objectif, on me dirait. Ouais, sauf ce qui nous a étonné, c'est que ça vous soit égal. Mais oui, parce qu'en fait, on sera de toute manière plus haut que toutes les primaires qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Voilà. Mais si ça vous est égal, quel est l'intérêt, moi, je ne veux pas indexer la légitimité de cette primaire sur le nombre de participants. Mais ça compte quand même. Ce qui compte pour moi, par exemple, c'est qu'on sera plus nombreux à décider qui est candidat pour les écolos que qui est candidat pour LREM. Alors ça vous importe peu, mais en même temps, vous avez énormément élargi le spectre des gens qui peuvent aller voter. Non, c'est la même chose que la dernière fois. Oui, non, mais c'est très large, c'est ça que je veux dire. Donc vous ne pouvez pas dire on s'en fiche. Non, mais je vous dis, je ne veux pas indexer. C'est un enjeu en soi de proposer un débat et de permettre qu'il soit démocratique. Je ne connais pas d'autres forces qui le fassent. Vous voyez la droite qui l'avait inscrit dans ses statuts. C'est exactement pareil. Ils font tout pour l'éviter. Oui, enfin. Et le PS qui l'avait dans ses statuts vient de voter ou vient d'acter que ça serait différent. Ça serait bien, mais la droite c'est pareil. Il suffit de déclarer qu'on est sympathisant et on peut voter si les primaires ont lieu. Et donc, on est la seule famille à l'organiser. Je vous propose qu'on rejoigne quelqu'un qui s'appelle René Coste, qui est retraité à Berlétan et qui est une sorte déjà de déchu des écologistes. C'est assez rare d'en rencontrer. On rencontre souvent des déchus des autres partis politiques. Bonsoir René, vous nous entendez? Je sais qu'on a eu des problèmes de liaison, mais on nous a dit que c'était rétabli. Est-il vrai que vous êtes un sympathisant écologiste déjà déchu? Et si oui, pourquoi, mon cher René? Je suis déçu parce que les écologistes, une fois arrivés au pouvoir, ont fait les mêmes erreurs que font les partis traditionnels. Par exemple? Bon, je ne jette la pierre à personne, mais on a pu constater quand même qu'on a été ravis que le parti écologiste soit rentré dans les grandes villes, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Tours, Annecy, Grenoble, voilà, et pris le pouvoir dans ces grandes villes. Ça veut dire que les gens commencent à s'intéresser à ce que des écologistes soient capables de mener les affaires dans des villes importantes comme ça, parce qu'en habitant dans les villes, c'est vrai que l'écologie, c'est peut-être encore même plus important que les gens dans les petites villes. Mais quand on voit des erreurs qui ont été faites par le maire de Bordeaux, alors attention, je vais citer le maire de Bordeaux et le maire de Lyon, mais je ne les accuse pas d'être de très mauvais écolos. Ils font certainement de très bonnes choses pour l'environnement, pour leur ville, pour améliorer les transports, pour la nourriture des enfants dans les collèges et les écoles. Mais à côté de ça, au point de vue communication, ils font les mêmes erreurs. Et quand on entend le maire de Bordeaux qui ne veut plus de sapin de Noël et que le maire de Lyon critique le Tour de France, ce n'est pas la bonne méthode. Quand on reçoit le Tour de France, que c'est une fête importante pour les Français et pour la fête et pour l'image de marque de la France, on devrait plutôt dire on est heureux d'accueillir le Tour de France, il y a des problèmes d'environnement, mais on souligne aussi les efforts que font les gens du Tour de France et non pas jeter le discrédit sur une institution. Et à partir de là, les conséquences font que... René, on a bien compris, on va faire réagir Julien Bayou. Oui, merci René. Enchanté René. Écoutez, en fait, moi je suis d'accord avec vous. Les élus écolos ont été élus, ils font ce pourquoi ils et elles font ce pourquoi ils ont été élus. Et là, ce que vous me citez, c'est des caricatures. Parce que Pierre Urmic, maire de Bordeaux, n'a jamais dit, comme on lui a prêté, interdiction du sapin de Noël. Il a juste constaté que le sapin de Noël de d'habitude qui coûtait 60 000 €, eh bien, ça pouvait être utilisé avec un peu plus d'utilité pour le soutien aux petits commerçants et aux activités de loisirs. De mémoire, c'est ça. Ça a été travesti, caricaturé en « Oh là là, Noël c'est interdit et il faut interdire le sapin de Noël ». Jamais
Pierre Urmic, a prononcé ces mots. Et pour Grégory Doucet, Tour de France, les paroles très sages que vous avez eues sur on est heureux d'accueillir le Tour de France et on aimerait qu'il y a certains points qu'il faudrait qu'ils améliorent, c'est précisément l'approche de Grégory Doucet. Ou d'ailleurs de Léonore Mauconduit, maire de Poitiers. Jamais, ils ont évidemment dit, hors de question ni d'accueillir le Tour de France, ou pire, que ça devrait être supprimé. Jamais. Par contre, effectivement, ils ont pointé quelques sujets, notamment, si vous vous souvenez, à l'époque, c'était assez caricatural et machiste. C'était 2 femmes qui accueillaient le maillot, alors jaune ou vert ou à pois. Et en écoutant ces remarques, eh bien, je note que l'équipe du Tour de France a fait évoluer son dispositif. Et d'ailleurs, il y a même un Tour de France féminin qui va reprendre, et c'est une très bonne nouvelle. De la même manière, je crois que chaque étape générait 35 tonnes de déchets. Il ne s'agissait pas de dire on n'en fait plus. Il s'agissait de dire comment est-ce que le Tour de France, en travaillant avec les villes accueil, peut réfléchir à réduire, comme tout un chacun, son impact environnemental. Et je me réjouis que l'équipe du Tour de France ait dit oui, on va le faire. Donc vous voyez, on est très très loin des caricatures, au contraire sur quelque chose de très pragmatique, et ce pourquoi ils ont été élus. On va retrouver René. René, je ne sais pas si la réponse de Julien Bayou vous a convaincu. En tout cas, est-ce que son discours vous convainc suffisamment pour vous motiver pour voter pour la primaire d'Europe Écologie Les Verts? Vous êtes le bienvenu, René. Merci. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas une certitude non plus. Il y a plusieurs façons de faire de l'écologie, et heureusement que des gens comme vous portent la bonne parole et se présentent dans les élections pour porter cette bonne parole. Et puis après, il y a d'autres gens qui préfèrent agir sur le terrain. C'est mon cas. Mais pas agir en manifestation, mais plutôt par des actions et puis du travail sur la terre pour améliorer les conditions des animaux, de reverdir des zones. Et voilà. Bon, moi j'ai aussi une maison à énergie positive, donc et il y aurait beaucoup de lois à changer parce que les difficultés que l'on a quand l'on veut faire quelque chose dans le sens de l'environnement dans ce pays, c'est affolant, ça fait peur. Merci beaucoup René. Il vous reste quelques jours pour vous décider, voter ou pas voter à la primaire écologie. Très rapidement. Ah ouais, très rapidement, parce que René, vous avez pointé un fait important. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans ce qu'on appelle les petits gestes, l'action personnelle, collective. Nettoyer des plages, accueillir des animaux en détresse, réduire son empreinte, le zéro déchet, changer le chauffage de sa maison, réduire sa consommation de viande. Mais vous avez dit, sans les lois, en fait, on n'y arrive pas. Si on laisse Total saccager l'Amazonie... Donc il faut que vous soyez au pouvoir pour les changer. Oui, il faut pas opposer les deux. Il y a l'action individuelle, collective, et puis l'action dans les institutions. Parce que si moi j'agis, je fais plus que du vélo, mais que l'air est extrêmement pollué parce qu'on laisse des centrales à charbon perdurer sans agir, eh bien en fait on n'aura pas réduit la pollution ni le dérèglement climatique. Est-ce que vous êtes de gauche? Oui. Vraiment? Oui, moi Est-ce qu'on peut être je me dis écologiste parce que je suis écologiste, voilà. Je suis pas né écologiste, je le suis devenu, et je le suis devenu certainement via une filiation de gauche. Mais il y a des personnes qui viennent à l'écologie par mille chemins et qui sont les bienvenus. Même le chemin de la droite? Certainement, oui, certainement. Après, on peut être de droite et écolo? Non. Je pense pas. Parce que... bah alors non. Non, mais qui peuvent venir depuis la droite. Mais... Moi, je rencontre des anciens dirigeants de droite, c'est assez marrant, qui me disent bon, j'ai voté écolo. Aussi parce que mes petits-enfants m'ont vraiment bousculé. Mais non, pardon, parce que quand vous parlez de ces gens qui ont des initiatives individuelles, non, mais je veux dire, on peut avoir envie de s'acheter une voiture hybride, de vouloir lutter contre le réchauffement climatique, et être de droite, c'est impossible. Ça, c'est pas le sujet. Je parle de logiciel de droite, où ça repose beaucoup sur le productivisme, sur la croissance, sur le toujours plus. Et donc, je parlais de Total. Vous voyez, si vous dites je suis écolo, mais que vous vous désintéressez complètement de l'encadrement de l'action des multinationales, de Total, c'est une logique globale, d'Amazon. ça que vous dites. Oui, bien sûr. Oui. Si vous dites, je m'intéresse beaucoup à la santé animale, à la condition animale, mais que l'élevage intensif, vous n'allez pas dire aux producteurs, on va en finir avec l'élevage, avec les pratiques les plus catastrophiques en matière d'élevage. Ça n'est pas possible. C'est pour ça que l'écologie n'est pas juste un passe-temps, c'est une politique globale. D'accord. Et dans cette politique globale, est-ce qu'elle suppose la décroissance? Alors vous dites, on ne peut pas être vraiment de droite écolo quand on est de droite. Est-ce que quand on est écolo, on est forcément décroissant? Non, je sais que vous me posez cette question parce que Delphine Batho en a fait un axe fort de sa campagne. Je vais vous dire, en fait,
Mais il n'y a pas que ça. Après le rapport du GIEC, un certain nombre de gens ont dit l'écologie, enfin, on ne pourra plus préserver la planète sans décroissance. Donc c'est une vraie question. Le truc, c'est que croissance ou décroissance renvoie toujours à la question de la croissance et donc du produit intérieur brut. Et il n'y a pas plus mauvais indicateur du bien-être, par exemple. Moi, ce qui m'intéresse dans une politique écologiste, c'est le bien-être. C'est la santé de vos enfants. Oui, mais là, vous ne répondez pas. Non, si, je réponds. C'est le plein emploi. Or, le PIB n'indique rien. Vous avez des incendies à mourir de tristesse dans le Var, eh ben, ça va faire un peu plus de PIB. Vous avez de la pollution, une personne qui tombe malade, qui va à la Sécu, qui va voir son médecin, ça fait de la croissance. Qu'est-ce que ça dit de notre bien-être? Absolument rien. Et donc la politique écologiste, c'est choisir la prospérité, la santé, le plein emploi. C'est un peu dilatoire. Comme pas du tout. Pas du tout. Il y a des activités qui détruisent des emplois. Quand vous avez Amazon qui fait du profit, de la croissance, elle détruit des emplois de libraires. Mon livre, allez le chercher chez un libraire plutôt que chez Amazon. Les centres commerciaux. On nous a dit ça crée de l'emploi. Non, ça en détruit. Pour un emploi précaire dans un centre commercial, on en détruit un peu plus d'un dans le petit commerce. Vous voyez, donc toute croissance n'est pas bonne à prendre et toute décroissance non plus, parce qu'il y a des enjeux. On veut plus de libraires. On a compris le changement global de logiciel. Changement global de logiciel. Voilà. On va retrouver justement Raoul Jecker, qui est gérant de base nautique à Cajarc dans le Lot. Merci d'être avec nous, Raoul. Vous venez d'entendre, j'imagine, Julien Bayou nous expliquer ce changement global de logiciel, cette logique aussi de croissance ou pas. Ces idées de présidence écologiste comme ça vous inspire quoi ? Alors ça m'inspire, si vous voulez, moi je suis pour aucun gouvernement, je dirais extrémiste, qu'il soit de droite, de gauche ou écologique, mais maintenant, nous dans les campagnes, puisque moi je vis dans une campagne à Cajarc, le tri, par exemple le tri sélectif, il y a longtemps qu'on l'a, il y a longtemps que dans certaines villes, mais il n'y a même pas encore le tri. Nos anciens, par exemple, à l'époque, eux je pense étaient bien plus pollueurs que nous actuellement, et même les jeunes aujourd'hui ont une conscience écologique. Donc de mettre encore des choses, encore plus, avec toutes les restrictions qu'on subit depuis un moment. C'est ça, vous trouvez que c'est trop extrême ? Oui, tout devient trop extrême. On finit par ne plus avoir envie, peut-être même de trier. Moi, un exemple, ce matin, j'ai passé 1 heure dans une déchetterie pour trier. Je ne critique pas la chose, c'est normal. Mais à force de faire des choses et des choses et des choses de plus, on n'aura plus envie. On va faire quoi? On va dire aux jeunes aujourd'hui, ne voyagez plus, ne partez plus à l'étranger, ne prenez plus l'avion. Raoul, ça veut dire qu'un président écologiste, des écologistes à la tête de la France, ça vous fait peur? Vous dites mon quotidien va être complètement bouleversé, c'est ça? Oui. Moi, je pense on peut fatiguer. Ouais, dans les campagnes, on peut fatiguer parce que, vous voyez, un exemple simple, aujourd'hui, construire une maison, des enfants qui habitent ici depuis des années, qui ont des terrains, ne peuvent plus construire. On vous dit, il faudra mieux faire un immeuble, tous empilés les uns sur les autres. On est à la campagne. Alors, moi, demain, un gouvernement écologique arrive, oui, je peux quitter la France, peut-être. Oui. Quitter la France, carrément. Julien Bayou, comment vous répondez à cette inquiétude de Raoul, en fait, de voir les écologistes arriver là, en fait, malheureusement, Raoul, ça ne vous aura pas échappé, on n'est pas au pouvoir. Et nous n'avons même pas de groupe parlementaire à l'Assemblée. Donc quand vous critiquez des lois, etc., bon, c'est un peu la blague, hein, mais en fait, nous n'en sommes pas responsables. Au contraire, si les écologistes avaient été écoutés bien avant, je parle des écologistes, les politiques, mais aussi tout simplement les scientifiques, hein, nous, on prend appui sur la science. Le rapport du GIEC qui prédit ce que nous vivons actuellement, le premier, il date de 1990. Moi, j'avais 10 ans. Si on avait écouté la science, le virage à prendre eût été plus facile à négocier, si je peux parler comme ça, vous voyez. Le fait de pouvoir faire la rénovation thermique, l'agriculture bio, plutôt que de passer son temps à la déchetterie et au tri, limiter le plastique tout simplement et le remplacer par la consigne. L'enjeu d'une politique écologiste, c'est de faciliter ces gestes, c'est d'y trouver son compte. Il ne s'agit pas de dire il y a ceux qui peuvent manger bio et puis tous les autres. Au contraire, nous disons il y a une agriculture bio qu'on aimerait appeler agriculture normale et puis il y a une agriculture conventionnelle qu'on devrait appeler agriculture chimique. Je caricature exprès, mais ce que je veux dire, c'est que l'enjeu de soutenir l'agroécologie, en fait, c'est une question de santé, c'est une question de bien-être, c'est une question de goût, c'est une question de soutien à notre agriculture locale, parce que il s'agit de circuits courts plutôt que de ce qu'on importe de l'autre côté du monde avec des traités commerciaux qui sont pas bons. Et c'est une question d'emploi.
parce que vous avez plus d'emplois à l'hectare dans l'agroécologie. Donc, prendre ce chemin de l'écologie qui correspond d'abord et en premier lieu au constat de la science. C'est pas une accumulation de normes et de contraintes et d'interdictions. Ça, c'est quand on fait pas d'écologie. C'est quand on fait pas d'écologie. Le rattrapage à faire est trop gros, donc. Mais non, c'est qu'on fait rien. On fait rien et à la fin, finalement, on vous fait un rattrapage de dernier niveau. Prendre le chemin de la transition, l'accompagner. Et qui peut paraître du coup brutal. Mais c'est parce que ça a été mal fait ou pas fait, voyez. Rattrapage. Prendre le chemin de la transition écologique, c'est la garantie d'emploi vert, c'est la garantie d'une meilleure santé et du bien-être. Merci beaucoup Raoul d'avoir participé à l'émission. On avance, rien à voir. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a inauguré cet après-midi une promenade Gisèle Halimi. C'était près des Invalides, pas très loin d'ici. Est-ce que vous souhaitez que Gisèle Halimi rentre au Panthéon ? Oui, ce serait un vrai beau signal, à la fois pour son activité de féministe et puis pour son action dans la guerre d'Algérie. Entre autres. Mais son action dans la guerre d'Algérie, alors on peut en penser ce qu'on veut, mais elle a été porteur de valises du FLN, laquelle a tué des militaires français. On peut avoir tous les jugements de la terre. Voilà, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Peut-on être reconnaissant de quelqu'un ? Je ne donne pas mon avis, je fais part du débat autour d'elle. Être reconnaissant de quelqu'un dont l'action a indirectement contribué à affaiblir l'armée française. Je crois que ceux qui ont contribué à affaiblir l'armée française, c'est ceux qui ont autorisé et encouragé la torture. Et que les personnes qui se sont déclarées insoumises, le manifeste vraiment vaut le coup d'être relu à l'occasion du procès Janson et autres. C'est les personnes qui ont fait honneur aux valeurs dont je parlais la France au début de l'émission. Et donc, les personnes qui ont désobéi, qui ont favorisé... C'est eux qu'on doit honorer. Je crois aussi, oui. Ok. Alors, vous avez écrit un livre, ici, aux éditions Jean-Claude Lattès. Il s'appelle comment ? Parce que moi, j'arrive à le lire. Mais alors, franchement... Pas si bien. Pas si bien. Je ne sais pas comment ça se dit. Envers et avec toutes et tous. Et avec tous et toutes. Toutes et tous. Ah, j'espère vraiment que certains journalistes dépasseront la première phase, la première page. Non, mais c'est le titre, comment, quand même. Titre, oui, c'est un titre inclusif. Comment on dit ça ? Envers et avec toutes et tous. Ah oui, comme si c'était écrit avec toutes et tous. Oui. Mais alors, je croyais qu'en écriture inclusive, on disait tous. Toutes et tous, on disait tous, T-O-U-S, T-E-S. Vous savez, vous dites comme vous voulez. Moi, je note qu'on a beaucoup de débats sur l'écriture inclusive, mais je note que le président de la République, quand il s'adresse... il dit toutes et tous. Ils disent français. Oui. Bon, c'est l'écriture inclusive. C'est du parler inclusif, disons. Oui, pas voilà. Je trouve normal, si vous voulez, plutôt que de dire envers et avec tous, puisque vous avez compris que c'était une référence à envers et contre tout, machin, que du coup, ça soit inclusif, parce que sinon, c'est pas écolo. Du coup, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Attention, c'est ce soir. Non, mais ça va. Ça reste assez ça. Je vous remercie aussi. Je vous remercie aussi, Julien Bayou, d'avoir été avec